Ça y est, la 6e réunion annuelle conjointe des ministres de l'économie et des finances est ouverte ce matin. C'est une tribune pour approfondir les politiques industrielles pour le développement du continent. Bilan satisfaisant pour les banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2012. L'information a été donnée ce matin au cours de la rentrée solennelle de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du pays. Nous terminerons en Centrafrique avec la prise de pouvoir par les rebelles de la coalition Séléka. Ils ont renversé hier François Bozizé. Le président déchu se serait enfui au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Il est 23 h. Bonsoir à vous et bienvenue à cette édition du journal sur RTI 1. Il a passé une semaine sur le sol ivoirien. Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, a quitté Abidjan cet après-midi. Pendant sa visite officielle en Côte d'Ivoire, plusieurs accords sont venus revitaliser la coopération entre les deux pays. Mohamed VI était accompagné à l'aéroport par le président Alassane Ouattara, le chef du gouvernement, la grande chancelière de l'ordre national et plusieurs membres du gouvernement. Sa prochaine destination, le Gabon. Restons à l'aéroport d'Abidjan pour un autre départ. Le président Alassane Ouattara s'est envolé pour Durban, c'est en Afrique du Sud. Il va prendre part au 5e sommet des pays membres du BRIC, entendez Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Pour ce 5e sommet des 26 et 27 mars prochains, il sera question de partenariat pour le développement, l'intégration et l'industrialisation de l'Afrique. Avant son départ pour l'Afrique du Sud, le chef de l'État ivoirien a ouvert ce matin les travaux de la 6e réunion annuelle conjointe des ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne et de la Commission économique pour l'Afrique. Sur la table des échanges, approfondir les politiques industrielles pour le développement du continent. Awa Touré, reportage. Cette rencontre annuelle organisée par la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique vise à déterminer les obstacles à l'émergence de l'Afrique en vue de lui permettre de faire face aux nouveaux défis du développement. Au nombre de ces défis, l'industrialisation. L'industrialisation qui, selon le président du bureau sortant, Désiré Guedon, ministre gabonais en charge de l'économie, de l'emploi et du développement durable, peut être le moteur du développement. Pour le secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez, il est temps de capitaliser la performance actuelle de l'Afrique et d'en faire une base pour la transformation structurelle, avant d'ajouter que l'industrialisation est indispensable à cet objectif. Qu'à l'avenir, le maître mot à la CA sera l'Afrique d'abord. Par cela, nous voulons dire que nous allons privilégier les intérêts de ce continent dans tout ce que nous faisons. Cela signifie aussi que nous nous attaquerons aux questions nouvelles et aux autres en fonction de leur impact sur l'Afrique. Nous devons conduire le processus de transformation structurelle sur la base de la vision et les priorités africaines. Le temps d'agir est venu et si nous ne prenons pas des mesures immédiates, cette occasion risque de ne plus se présenter avant une autre génération. La présidente de la Commission de l'Union africaine a pour sa part relevé que cette réunion conjointe est une opportunité au moment où l'Union africaine s'apprête à souffler ses 50 bougies, de célébrer la réussite et tracer les sillons de l'avenir du continent pour les 50 prochaines années. Se prononçant sur le thème, le président de la République Alassane Ouattara a indiqué que le défi de l'émergence passe par l'accélération de la transformation des pays africains, la sécurité et la stabilité. Le défi de l'émergence est donc d'accélérer la transformation de nos économies pour accroître la part des activités industrielles dans nos pays et le poids des exportations des produits manufacturés dans le commerce mondial. Il nous faut un cadre macroéconomique stable et l'amélioration de la compétitivité de nos économies. Et ceci nécessite également la mise en place d'infrastructures économiques nécessaires, notamment la question d'énergie. En Côte d'Ivoire, nous avons fait le constat
que nous n'avons pas réussi, bien que nous ayons un des secteurs manufacturiers les plus importants en Afrique. C'est pour cela que le plan national de développement, qui a été adopté par le gouvernement, qui couvre la période 2012-2015, définit une stratégie très claire en la matière et surtout avec comme objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous avons défini les secteurs clés pour avoir une croissance forte et durable et surtout pour réduire le taux de pauvreté qui était de 50% en 2010 et que nous comptons réduire de moitié, c'est-à-dire à 25% en 2015 et continuer de réduire ce taux à l'horizon 2020 quand nous serons un pays émergent. Nos pays doivent mettre de l'ordre dans nos économies. Nous devons travailler à la stabilité politique. Cela nécessite la démocratie, la protection des droits de l'homme, des citoyens, la protection des libertés fondamentales. Car sans cela, nous n'aurons pas l'épargne de nos concitoyens et nous n'aurons pas les investissements privés. Mais je suis convaincu que les conclusions et recommandations de vos travaux devront permettre d'atteindre nos objectifs. En marge de cette réunion conjointe annuelle, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, et le secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. Avant de se rendre à cette cérémonie officielle d'ouverture de la 6e réunion annuelle conjointe, le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan a assisté à la signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Objectif, renforcer la coopération entre l'institution et le pays, nous dit Alexis Ouedraogo. Moins d'une demi-heure avant l'ouverture officielle de la 6e conférence conjointe des ministres des plans et des finances de l'Union africaine, ainsi que celle de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a veillé à la bonne signature d'un protocole d'accord reliant la Côte d'Ivoire à l'institution. Nous venons de signer formellement donc l'accord qui formalise l'accord de notre pays auprès de ces deux institutions à accueillir cette 6e réunion. Les Africains vont réfléchir 2 jours durant aux sources de financement de leur industrialisation. Cette rencontre annuelle organisée conjointement par la Commission de l'UA et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique entend les aider à mieux appréhender leurs problèmes. Objectif, faire face aux nouveaux défis du développement. En bref, le ministre ivoirien de la Communication a procédé aujourd'hui à la signature d'un accord dans le domaine de la communication entre Abidjan et Ouagadougou. Afoussi Bambalamine est en visite de travail au Burkina Faso depuis hier. Une hausse de 6 à 15% pour les activités des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Le constat de cette hausse au titre de l'exercice 2012 vient d'être fait par l'Association des professionnels des banques et établissements financiers. C'était ce matin à l'occasion de la rentrée solennelle de l'association. Les précisions de Noël Niagno. Premier indicateur de ce tableau reluisant des activités bancaires en Côte d'Ivoire au titre de l'exercice 2012, le crédit à la clientèle. 2134 milliards en 2011, 2354 en 2012, soit une hausse de 10%. Hausse aussi des dépôts de l'ordre de 6%. Dans le cadre des politiques de proximité, le nombre d'agences a varié de 14%. 40 agences en 2011, 620 en 2012, avec un impact notable, l'augmentation du nombre de comptes de l'ordre de 130% et l'amélioration du taux de bancarisation qui est de l'ordre de 14%. Corollaire de cette augmentation, l'effectif, il s'est accru de 10%. Dernier indicateur retenu dans ce tableau, le nombre d'établissements financiers. 2 nouvelles banques venues du Maroc et du Nigeria ont obtenu leur agrément d'exercer en Côte d'Ivoire. Au-delà de ces indicateurs, le Conseil exécutif a mis en œuvre des activités avec un point d'honneur à l'organisation de la journée des banquiers en Côte d'Ivoire consacrée au secteur de l'immobilier avec à la clé des acquis notables. Nous avons été associés aux différents projets d'arrêtés ou de décrets qui ont été pris dans le cadre de la réforme
du CDMH, également du FSH. Et nous avons été reçus également en audience par Monsieur le ministre afin qu'on puisse apporter notre contribution, d'accord, à l'élaboration des tests qui sont en cours, notamment dans le cadre du financement des logements sociaux. Les banques sont partantes pour en fait, le financement des logements sociaux dans le cadre du mécanisme qui est en train d'être mis en place. Voilà, nous avons fait nos observations également là-dessus. Donc je pense que le processus doit être lancé au niveau du gouvernement afin que les banques se l'approprient et effectivement financer aussi bien les promoteurs que les acquéreurs qui vont participer à ce processus-là. Prochain challenge des banquiers, le secteur agricole. Ils se sont déclarés disposés à pénétrer ce secteur dès qu'il sera sécurisé. Quel peut être l'apport de l'utilisation du fer dans les ouvrages comme les ponts et les chaussées? Des ingénieurs du Bureau national d'études techniques et de développement BNET sont actuellement en formation. Ils sont formés par un expert français sur la question. Alvarassa nous dit dans ce reportage que cette formation vise le renforcement de leurs connaissances sur cette technologie. L'utilisation du fer dans la réhabilitation et le développement du réseau routier ivoirien va se faire de plus en plus. Des ingénieurs du Bureau national d'études techniques et de développement BNET sont formés à l'évolution de cette technologie. De façon traditionnelle, nous faisons des ponts en béton. Mais aujourd'hui, compte tenu des objectifs qui ont été fixés par le président de la République, à savoir construire 1000 ouvrages d'ici 2015, nous avons estimé qu'il fallait explorer évidemment de nouvelles voies, notamment la construction de ponts métalliques. En termes donc de gain de temps, en termes d'économie, parce que figurez-vous que pour réaliser un pont traditionnel, nous pouvons mettre une année, alors qu'un ouvrage métallique, on peut mettre le tiers de ce temps. Donc nous pouvons gagner en temps, nous pouvons gagner aussi en économie parce qu'il est démontré à travers le monde entier que les ouvrages métalliques, bien souvent, coûtent moins cher que les ouvrages traditionnels que nous faisons en béton. Pour l'expert français, cette formation va permettre aux ingénieurs ivoiriens de maîtriser la conception générale des ouvrages métalliques. La formation, elle va être sur les bonnes méthodes pour la conception des ouvrages d'art métalliques, afin que les ingénieurs de Côte d'Ivoire puissent élargir leur champ de qualification, qui est actuellement restreint principalement sur les ouvrages d'art en béton. Avec l'acquisition de cette nouvelle technologie par les ingénieurs ivoiriens dans la réalisation des ouvrages d'art métalliques, le fer va donc refaire son apparition dans la construction des ouvrages comme les ponts. Pas de classe dans certains établissements scolaires ce matin. Une grève organisée par l'intersyndicale du secteur éducation-formation en est la cause. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a produit un communiqué pour la reprise des cours. Mamadou Kouassi. L'école ivoirienne connaît encore des perturbations. Depuis ce matin, des enseignants membres de l'intersyndicale du secteur éducation-formation mènent un mouvement de grève. Ils protestent contre la ponction qu'aurait subi leur solde du mois de mars pour la grève tenue du 4 au 10 février dernier. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, dans un communiqué, invite à la reprise des activités et réaffirme la volonté du gouvernement à respecter ses engagements. Le salaire étant par définition la contrepartie d'un travail accompli, comment des agents qui n'ont pas travaillé peuvent-ils raisonnablement réclamer un salaire ? Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique réaffirme son engagement à créer les conditions du respect du temps de travail imparti en vue de protéger le droit à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Soucieux de la nécessité de préserver un climat de paix et de cohésion au sein de l'institution scolaire, le ministère a de tout temps privilégié la concertation avec acteurs et partenaires comme principale modalité de recherche de solutions aux maux qui minent l'école. Ce mouvement de grève intervient après la rencontre avortée avec le Premier ministre le 12 mars dernier. En 6 mois de cours, ce mouvement de grève est le 4e du genre, une situation qui pourrait sérieusement affecter les résultats scolaires.
Parlons sécurité avec l'adoption de codes et de normes de marquage pour la traçabilité des armes. Cette opération de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre est pilotée par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Elle sera exécutée sur toute l'étendue du territoire national. Première étape, Noé, c'est à la frontière ivoiro-ghanéenne avec Lassina Ouattara. Désormais, les policiers ivoiriens ont leurs armes qui sont formellement identifiables avec des insignes grâce à une opération de marquage pilotée par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Opération volontaire avec l'adhésion de la Côte d'Ivoire qui a ratifié en tant que 14e pays en janvier dernier la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre. Le fait de marquer les armes permettra d'en faire une très bonne traçabilité. Parce qu'il y a le marquage, il est bien défini. Le logo de la CEDEAO, le logo de la Côte d'Ivoire, le logo de l'utilisateur, le numéro de l'arme, pour les armes qui existent déjà dans notre base de données. Donc aujourd'hui, il sera très difficile qu'une arme appartenant à l'État puisse être volée. Cette vaste opération intervient après une formation des officiers ivoiriens des différentes forces, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le gouvernement japonais. Chaque force a d'ailleurs reçu un kit de marquage pour mener à bien cette mission qui se situe dans le cadre de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, ainsi que la sécurisation communautaire. Et quand nous arrivons volontairement, le policier qui est doté se présente à nous avec sa dotation. On vérifie l'arme, les mesures de sécurité d'abord, et ensuite on passe au marquage, c'est-à-dire on fait l'enregistrement d'abord. Le marquage consiste à avoir le logo sur l'arme, ensuite le code du pays, ensuite l'institution, suivi du numéro de série de l'arme. Depuis le processus entamé en octobre dernier, l'équipe en charge de l'opération a sillonné le district d'Abidjan et la région de Yamoussoukro. Ce sont ainsi 4000 armes qui ont été marquées. Réussir la prise en compte du genre dans les institutions du secteur de la sécurité, surtout au sein de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. À cet effet, un voyage d'études a eu lieu au Sénégal pour s'inspirer de l'expérience de ce pays. Un atelier de restitution et d'échange sur cette mission d'études se tient depuis ce matin à Abidjan. Il va durer 2 jours, nous dit Hugues Hervé-Blé. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, l'ONUCI, ont avec de nombreux autres experts pour mission d'identifier et proposer des domaines d'intervention et d'action prioritaires. Ils devraient permettre une meilleure intégration des femmes dans l'armée et leur intégration effective dans la gendarmerie nationale. Les propositions qui seront faites vont s'appuyer sur les leçons tirées de l'intégration des femmes dans l'armée et la gendarmerie sénégalaise. Le seul problème, c'est qu'il fallait s'adapter. Il fallait ouvrir, donc il faut accompagner. L'accompagnement se fait comment? C'est la préparation des cadres que nous sommes à la mixité. C'est fondamental. C'est la préparation de l'infrastructure au niveau interne pour tenir compte des exigences sexospécificités. Nous avons aussi changé de mode de recrutement. Les plateaux techniques ont évolué. Et nous avons aussi repensé le cadre juridique interne pour que les hommes et les femmes que nous sommes puissent trouver leur équilibre dans les systèmes. Initiateur de la récente mission d'études au Sénégal, le Conseil national de sécurité entend renforcer avec le présent atelier les recommandations qui lui sont faites pour la prise en compte effective du genre dans l'armée et la gendarmerie en Côte d'Ivoire. Nos forces de sécurité doivent également fédérer et valoriser toutes les intelligences et les compétences dont dispose la Côte d'Ivoire et donc prendre pleinement en compte les femmes. La prise en compte effective du genre dans les institutions du secteur de la sécurité, que sont l'armée et la gendarmerie ivoirienne, bientôt une réalité. Déjà seront admises cette année les jeunes filles à l'école militaire préparatoire et technique EMPT de Bingerville. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et le protocole de la CEDEAO sur la démocratie. La société civile ouest-africaine invite les États à ratifier ces 2 instruments. Ils sont indispensables pour la prévention des conflits et des changements anticonstitutionnels sur le continent. Le reportage de Victorine Yaoyobwe. Le Mali, ensuite la Guinée-Bissau et depuis ce dimanche, la République centrafricaine.
En un an, il y a eu 3 coups d'État en Afrique. Ces changements anticonstitutionnels ont eu de graves conséquences, entre autres les violations des droits humains et l'appauvrissement des populations. Pour la société civile ouest-africaine, il est temps de cultiver la démocratie et la bonne gouvernance. Et cela passe par la ratification des tests susceptibles de prévenir ces coups de force. La charte africaine de la démocratie, c'est une charte qui bannit toute forme de prise de pouvoir inconstitutionnelle. Adoptée depuis 2007, elle est entrée en vigueur en 2012 et aujourd'hui, il y a plus de 27 États africains qui l'ont signée et qui l'ont ratifiée. Mais nous invitons la Côte d'Ivoire à la signer. Je pense qu'elles vont le faire. Nous invitons le Sénégal aussi. Le président de la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire va plus loin. Malgré les normes, vous avez des coups d'État en RCA, vous avez le coup d'État au Mali. Donc aujourd'hui, ce qui est important de faire, c'est de renforcer les États-nations qui sortent d'une situation difficile pour aller vers des ensembles viables, comme la CEDEAO, l'Union africaine, pour que nous allons ensemble, parce que seul, on ne peut rien. Cette réunion d'Abidjan marque le point de départ du plaidoyer de la société civile ouest-africaine. La cible, les parlementaires chargés de l'adoption de ces tests. Un mot de religion, les inscriptions au Hajj 2013 sont lancées. Le coût du pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite pour les fidèles musulmans est fixé à 2 millions de francs CFA pour cette édition, nous dit Maïsako. La cérémonie de lancement officiel du Hajj, rite de haute portée spirituelle pour l'année 2013, s'est tenue ce lundi sous la présidence du ministère de l'Intérieur, appuyé par la Direction générale des cultes et le Conseil supérieur islamique. Cette année, le coût du Hajj est fixé à 2 millions de francs CFA contre 1 500 000 francs en 2012. En dépit de la bonne volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour rendre accessible à la grande majorité des fidèles musulmans l'accomplissement de ce voyage, le renchérissement des prix liés à certaines prestations de services en Arabie Saoudite ne nous a pas permis d'en comprimer le coût à souhait. Il n'y aura donc pas une réduction sensible du coût du Hajj comme l'ont souhaité nos parents. Le coût du Hajj, au contraire, est fixé à 2 millions de francs CFA cette année. Ce prix du Hajj 2013 est diversement apprécié au sein de la communauté musulmane. Après la crise que nous venons de traverser, ça paraît excessif. Notre souhait serait que l'État nous aide en subventionnant au maximum la chose pour que nous ayons à payer moins. Il faut l'accepter. Malgré c'est cher, mais ça revient encore moins cher par rapport aux autres pays. 7000 pèlerins sont attendus cette année pour le circuit Abidjan-Médine-la-Mecque-Djeddah-Abidjan. Le Hajj 2013, placé sous le sceau de la rigueur, connaît une innovation de taille. Les inscriptions entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite cette année se feront en ligne. Et d'où donc l'appel pressant du ministre à ce que tous nos parents, tous nos concitoyens, tous les candidats au Hajj respectent les délais prescrits. Les fidèles musulmans désireux d'effectuer le Hajj cette année sont appelés à se faire enregistrer ce 26 mars jusqu'au 31 mai 2013, date limite des inscriptions. Intéressons-nous à l'actualité africaine. Tout d'abord au Mali, la situation reste tendue dans le nord du pays. À Gao, la plus grande ville du nord, les civils apportent leur soutien à l'armée. Reportage sur le théâtre des affrontements. Sur le champ de bataille, ils sont rangés derrière des soldats maliens qui affrontent ce dimanche les djihadistes à Gao. Pour la première fois, les jeunes de la grande ville du Nord Mali sont au front. Ils n'ont pas d'armes, juste leur courage et des sachets d'eau. Voici l'eau qu'on amène pour nos militaires pour les soutenir. Sans l'armée malienne, Gao n'est rien. Sans l'armée française, Gao n'est rien. On soutient notre armée. La main de Les combats de dimanche ont été durs. Un soldat malien et 4 combattants islamistes y ont péri, ainsi que 2 civils de Gao. Des civils qui tentaient de ravitailler l'armée de leur pays. Le soutien apporté par la population se traduit surtout par une aide en matière de renseignement.
Ce sont des jeunes qui ont dénoncé les djihadistes à Gao. Il y a des grenades. C'est après qu'on les avait vus, immédiatement on a couru pour aller informer l'armée qu'il y a des gens, il y a des mal intentionnés qui se sont infiltrés dans notre ville, notre cité de Saskia. Nous, la jeunesse, on a pris notre engagement, quelle qu'en soit la manière dont on peut aider l'armée. On va aider parce que la sécurité, on ne le cherche pas pour l'armée, on le cherche pour nous-mêmes d'abord. Le soutien des habitants de Gao n'est pas massif, mais précieux. Il est apprécié par des soldats maliens engagés dans des opérations de sécurisation de la ville. Les forces françaises présentes à Gao n'ont pas pris part directement au combat de dimanche, mais leur appui par le mouvement a aidé les soldats maliens à reprendre le contrôle de la situation. Ce lundi, le calme règne à Gao, mais les djihadistes n'ayant pas été totalement détruits sont susceptibles de lancer de nouvelles attaques dans la ville. Depuis hier, la capitale centrafricaine Bangui est aux mains des rebelles de la coalition Seleka. Leur chef Michel Djotodia s'est autoproclamé président alors que le président déchu François Bozizé serait en fuite au Cameroun. De nombreux pillages ont été constatés dans la capitale. Les images. L'entrée des forces de la rébellion Seleka à Bangui s'est accompagnée de scènes de pillage généralisées, comme ici, aux abords de la maison du fils du président déchu, François Bozizé, qui serait réfugié au Cameroun. Lundi matin, des tirs soutenus étaient toujours entendus, mais les rues désertes sont désormais sous le contrôle des patrouilles de Seleka, ainsi que le palais présidentiel, vide de ses derniers occupants partis dans la précipitation, laissant derrière eux désordre et chaos. À l'instant où nous parlons, il n'y a plus de résistance dans la capitale des pro-Bozizé. Les débordements sont surtout situés à l'intérieur des quartiers. Donc l'opération doit s'étendre en profondeur dans les quartiers. J'espère que la situation va revenir rapidement. La rébellion a demandé une assistance aux forces militaires d'Afrique centrale présentes sur place pour rétablir l'ordre. Sur le plan politique, Michel Djotodia, chef de la rébellion, s'est autoproclamé président. Âgé d'une soixantaine d'années, cet ancien fonctionnaire et diplomate est entré en rébellion en 2005. Il affirme vouloir préserver l'esprit des accords de Libreville, signés avec l'ancien pouvoir, mais que le président Bozizé traînait à mettre en œuvre. Nos frères qui sont arrivés aujourd'hui à la tête du pays, ils ont payé de leur vie, de leur chair, les souffrances, l'exclusion, l'intolérance, les violences. Et aujourd'hui, ils sont aux affaires, c'est à eux de faire comprendre aux Centrafricains, de prouver aux Centrafricains qu'ils ont compris que l'exclusion et la voie de la violence, ça ne mène à rien et qu'ils vont résolument s'inscrire dans une démarche de réconciliation nationale. Michel Djotodia a confirmé Nicolas Tiangaï à son poste de Premier ministre. Mais malgré ces signes de bonne volonté, l'Union africaine a condamné cette prise de pouvoir violente et a imposé des sanctions à 7 responsables rebelles. Washington, tout comme Paris, qui a envoyé 300 militaires en renfort dans la capitale centrafricaine, demande le maintien du gouvernement d'union nationale. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention. À demain, 6h30.